si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a des moments charnières, de vrais tournants qui ont tout changé. La découverte du feu, l'invention de l'imprimerie, la maîtrise de l'électricité. Eh bien aujourd'hui, on est peut-être bien en train de vivre un de ces moments. Ça sonne comme une réflexion très profonde, très humaine, non? Ça capture parfaitement cette espèce de mélange d'émerveillement et de peur qu'on ressent face à la technologie. Mais ce qui est vraiment fascinant ici, c'est pas tant ce qui est dit, c'est qui l'a dit. Eh oui, ce texte a été entièrement généré par une intelligence artificielle. Je pense que ça pose assez bien le décor sur la puissance et la pertinence du sujet d'aujourd'hui. Alors allons-y, plongeons dedans. Notre guide pour cette analyse, c'est le livre La déferlante de Mustapha Suleyman. Et ce n'est pas n'importe qui. En tant que cofondateur de DeepMind, un des labos d'IA les plus pointus au monde, il nous parle depuis l'intérieur. Il est vraiment aux premières loges de cette révolution. Alors attention, quand Suleyman parle de ça, il ne parle pas seulement de l'intelligence artificielle, il décrit une vague technologique bien plus large, un phénomène qu'il a baptisé la déferlante. Voilà la définition au cœur de son livre. Il ne s'agit pas d'une seule technologie, mais d'une convergence. D'un côté, l'IA, cette capacité à répliquer l'intelligence. De l'autre, la biologie synthétique, la capacité à programmer le vivant lui-même. C'est ce mariage qui rend cette vague si incroyablement puissante. Pour comprendre la vague qui nous arrive dessus, il faut d'abord saisir une tendance historique fondamentale. C'est vraiment l'épine dorsale de tout le raisonnement de Suleyman. Ça, c'est le point clé. Pensez-y une seconde. Quelle que soit la technologie, de la charrue à l'imprimerie, en passant par nos smartphones, le schéma est toujours le même. Une fois que c'est lancé, sa diffusion semble inévitable. Et ce qui est vraiment frappant, comme on le voit ici, c'est la vitesse. Le rythme de ces vagues s'accélère de façon exponentielle. Ce qui prenait autrefois des millénaires se produit maintenant en à peine une décennie. La prochaine vague, elle, sera encore plus rapide. Pour vraiment visualiser cette croissance exponentielle, rien de tel que la loi de Moore. Le nombre de transistors sur une puce a été multiplié par 10 millions. C'est cette puissance de calcul brute qui est le moteur de la déferlante actuelle. On parle d'une prolifération sous stéroïdes. Bon, cette prolifération qui semble inarrêtable, elle nous confronte à un défi gigantesque que Suleyman nomme le problème du confinement. Autrement dit, une fois qu'une technologie est lâchée dans la nature, ses créateurs en perdent très vite le contrôle. Elle est copiée, modifiée, utilisée de manière complètement imprévue. Et ça mène souvent à ce qu'on appelle des effets pervers. Et l'histoire, malheureusement, est remplie d'exemples comme cela. Les CFC, c'était censé être une révolution pour la réfrigération. Les opiacés, un miracle contre la douleur. Le moteur à combustion, une solution pour se débarrasser du fumier de cheval dans les rues. Chaque fois, une invention pleine de bonnes intentions a eu des conséquences désastreuses et totalement imprévues. Cette question est vraiment au cœur du problème. Et l'histoire nous suggère que la réponse est presque toujours non. Dès qu'une technologie offre un avantage clair, que ce soit économique, militaire ou social, la course pour la développer devient irrésistible. Mais il y a une exception notable, ou du moins une semi-exception. Ce tableau montre très bien pourquoi le confinement nucléaire, même s'il reste fragile, n'est pas un modèle qu'on peut répliquer. Les armes nucléaires, c'est incroyablement cher et complexe à fabriquer. La demande est très limitée. L'IA et la biologie de synthèse, c'est tout l'inverse. Ça devient moins cher chaque jour, plus simple à utiliser, et tout le monde en veut. Le résultat est donc inévitable, une prolifération massive. Et c'est cette prolifération qui nous amène au cœur de l'argument de Suleyman, à un choix terrible auquel l'humanité est maintenant confrontée. Voilà le dilemme central du livre. Une situation qui a tout l'air d'une impasse. Soit on continue à développer ces technologies sans contrôle, et on court au-devant des catastrophes, soit on les contrôle de manière très stricte, et on risque de basculer dans une société de surveillance dystopique. Ici, on voit bien les deux options en balance. D'un côté, l'ouverture totale. Ça veut dire que des technologies comme la création de virus sur mesure ou des cyberarmes autonomes deviennent accessibles à des simples individus, avec des conséquences potentiellement apocalyptiques. De l'autre côté, le contrôle total. Mais pour empêcher ces risques, il faudrait une surveillance de masse, intrusive, qui sacrifierait nos libertés les plus fondamentales. Cette citation tirée du livre, elle fait froid dans le dos. Elle rend ce risque abstrait de catastrophe terrifiant de concret. Ce n'est plus de la science-fiction. La capacité de causer des dégâts à une échelle qu'on ne peut même pas imaginer est en train de se démocratiser. Face à ce dilemme qui semble insoluble, la conclusion de Suleyman n'est pourtant pas un message de désespoir. C'est plutôt un appel à l'action. On passe du constat du problème à la recherche urgente d'une solution. C'est ça, le paradoxe fondamental. Tout dans notre passé technologique nous crie que l'on ne peut pas contenir cette vague. Mais les enjeux sont tellement énormes que l'échec n'est tout simplement pas une option. L'alternative, c'est soit la catastrophe, soit la dystopie. Il faut donc absolument trouver une troisième voie. La déferlante n'est plus à l'horizon, elle est déjà sur nous. Le défi n'est plus de l'arrêter, mais d'apprendre à surfer dessus.
Trouver cet équilibre extrêmement précaire entre le progrès et la prudence, entre l'ouverture et le contrôle, c'est le grand projet de notre siècle. Il n'y a pas de réponse facile.